Dans l'Antiquité grecque et romaine, il y avait des esclaves qu'on appelait des esclaves nubiens qui venaient d'Éthiopie, qui étaient à Rome et à Athènes. Cependant, ils étaient extrêmement marginaux en nombre. La modernité va produire ce grand changement d'échelle dans la production d'esclaves qui sont noirs. Mais on oublie que la traite arabe a fait presque autant de victimes en Afrique auparavant et que avant même la traite arabe, et pendant la traite arabe, il y avait une traite interafricaine. Avec cette différence que les victimes n'étaient pas forcément aussi maltraitées que l'ont été les Noirs transplantés en Amérique par les Européens. Ce commerce a eu lieu parce qu'il y avait une demande, mais il y avait aussi une offre. Les armateurs avaient une demande de main-d'œuvre, donc gratuite, mais il y avait une offre de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y avait des Noirs, des chefs noirs, cupides, qui étaient prêts à tout. Les Portugais développent les premiers en fait ce trafic d'esclaves vers les Amériques. Les Espagnols vont aussi entrer dans cette course à la richesse. On est en train de chercher de la richesse et aussi on va développer dans les Amériques des produits qui vont devenir de plus en plus importants pour l'Europe, c'est-à-dire le sucre, le tabac, le café et un petit peu plus tard le coton. Autant de produits qui vont devenir de plus en plus indispensables de la déportation des Africains vers les Amériques. La période de traite, c'est la période de troc où on va échanger les marchandises du commerce colonial contre des captifs. On prend ceux qui sont là, après avoir négocié avec le roi ou le commerçant européen. Le chirurgien descend avec le capitaine à terre pour choisir les captifs, en leur faisant passer une espèce de visite médicale. Les captifs sont souvent des gens pris à l'intérieur des terres. Ils sont dans un état d'affolement total. Ils comprennent absolument rien à ce qui leur arrive, parce que eux, ils n'ont pas le schéma de notre commerce triangulaire en tête. Donc ils ont été pris la nuit au milieu de cris avec un incendie, etc. Ils ont été amenés complètement abrutis et maltraités à travers la savane le plus souvent, dans des comptoirs sur la côte. Là ils sont vendus à des blancs qui leur font peur et la plupart d'entre eux pensent d'ailleurs que les blancs les prennent pour les emmener en mer et faire des sacrifices ou même les manger. Les négociations sont dures parce que le prix des captifs augmente pendant tout le siècle et les négociants en veulent toujours plus. Un bateau négrier n'est pas uniquement consacré à la traite des esclaves. Un bateau négrier, il fait du commerce. Alors, il fait du commerce de personnes, d'individus qui sont entassés dans des cales. L'organisation à bord. Au niveau de la cale, les marchandises, les réserves de nourriture. Au niveau de l'entrepont, ce sont donc ces esclaves, le quartier aux femmes et aux petites filles, le quartier aux hommes et aux petits garçons. Pour les Noirs, c'est pire que tout. D'abord parce qu'ils sont dans le noir, ensuite parce qu'ils sont presque nus, parce qu'ils sont entassés les uns sur les autres, attachés avec des anneaux de fer, parce qu'ils n'ont pas la hauteur sous barreau, ce qu'on appelle, c'est qu'ils ne peuvent pas se tenir debout tout simplement. Alors dans les instructions au capitaine, on lit des choses affreuses. On lit chaque jour, vous les ferez monter sur le pont et vous les ferez danser. Et on a des gravures où on voit des marins avec des fouets forcer les Noirs à danser sur le pont. Certains capitaines organisent des orchestres à bord pour faire danser les Noirs. On leur coupait très ras les ongles, très ras les cheveux aussi pour qu'ils ne puissent pas se blesser. Parce qu'on entassait dans la même cale, dans le même entrepôt, on entassait des populations qui se haïssaient, qui se connaissaient à peine. Et on reste pendant 2 mois et demi entassés dans ce bateau. On rafraîchit les Noirs, c'est-à-dire on les décharge et pendant 1 mois on les laisse vivre sans les faire travailler. Et à ce moment-là, on les nourrit bien. On leur passe la peau à l'huile de palme, on leur frotte les gencives avec de la poudre, etc. pour leur redonner une belle apparence, pour mieux les vendre. Un peu comme on maquille du bétail pour mieux le vendre. Une fois que ces personnes sont arrivées dans les Amériques, là ils sont vendus. Généralement, les ventes se déroulaient plutôt à terre, quelquefois à bord, et le but c'était d'aller le plus vite possible. Plus on va vendre rapidement les esclaves, plus on va être payé normalement rapidement en nature, en denrées coloniales. Et donc si on est dans les premiers à avoir vendu et récupéré cette cargaison, on va être dans les premiers normalement à rentrer en France. Si on est les premiers à ramener ces marchandises, on va les vendre au meilleur prix. Et ces marchandises vont repartir vers tous les ports européens qui ensuite vont vendre ces marchandises et vont permettre
en fait à la richesse européenne de se construire. Les esclaves sont mis principalement au travail sur des plantations qui sont des plantations sucrières. La plantation sucrière demande un travail ardu qui est bien sûr extrêmement physique, et les esclaves travaillent, disent les règlements, du lever jusqu'au coucher du soleil. Ils travaillent en continu avec une interruption d'une heure pour déjeuner. Il est rythmé par le fouet, c'est-à-dire que dès qu'on dévie de ce qu'on doit faire, le fouet est là pour rétablir une relation de pouvoir. Donc il y a une dimension de violence qui est extrêmement forte aussi dans l'esclavage et qu'on doit conserver à l'esprit. 1685, c'est une date à retenir pour vous. Pas seulement à cause de la révocation de l'édit de Nantes, mais parce que c'est cette année-là aussi que Colbert a publié le Code noir. Le Code noir est un règlement de police, c'est en fait un ensemble de textes qui a été rédigé au XVIIIe siècle précisément. Donc ce sont des règlements qui régissent les relations entre maîtres et esclaves. Mais aussi d'introduire dans les textes législatifs quelque chose qui n'y était pas jusqu'à présent, qui est la notion de race. C'est cette expérience de déplacement des populations et aussi de concentration des populations noires dans cette fonction d'esclaves qui va construire la notion de race. Les libres de couleur n'ont pas le droit de s'appeler sieur, dame, ils n'ont pas le droit d'avoir certaines professions parce qu'ils sont issus de la classe des esclaves et aussi parce qu'ils sont de couleur. Donc vous voyez, la question du préjugé de couleur, elle se construit dans cet espace-là et va se consolider par l'expérience de l'esclavage. Et finalement, les propriétaires d'esclaves ont eu peu recours, généralement trouvant qu'il y avait trop de droits accordés aux esclaves. L'esclave noir qui ne va avoir aucune reconnaissance humaine, qui ne va pas être considéré comme un homme, s'il commet des actes de rébellion vis-à-vis de son propriétaire, il doit passer devant la justice et là il est considéré comme un homme responsable qui a commis des actes envers son propriétaire. Il doit répondre devant la loi. Avec la traite atlantique, avec le commerce triangulaire, là on a un système qui est d'une sophistication, d'une technicité inconnue. Parce que c'est un système industriel. On a construit des bateaux, des navires avec donc, des cales à double fond qui sont étudiés au centimètre près pour pouvoir recevoir les esclaves. Et les armateurs, une partie de leur métier importante consistait à rédiger des instructions aux capitaines. Descendez dans telle rivière, prenez tel genre d'esclaves parce qu'ils sont obéissants, etc. Et d'ailleurs, les négociants armateurs, tous ceux qu'on va voir là, souvent ils s'associaient. Ils préféraient avoir des parts de plusieurs bateaux qu'un seul bateau. Tout simplement parce que s'il y avait un naufrage ou un mauvais calcul des départs et arrivées, ça suffit. Hein. On peut arriver quand le sucre se vend pas cher, etc. Enfin, bref, il faut qu'il attende à peu près 2 ans pour que ses investissements puissent commencer à lui rapporter. Mais ça rapporte beaucoup. À Nantes, au XVIIIe siècle, la famille Montaudoin est une des rares qui ait fait la traite négrière du début à la fin. Et les Montaudoin vont former comme ça ce qu'on appelle une dynastie d'armateurs. Et la rue d'ailleurs porte son nom, rue Montaudoin. Et M. Montaudoin, sa fortune est née ici. Que beaucoup d'armateurs faisaient fortune dans la traite et après ils achetaient des terres et ils passaient à autre chose. Et c'est dans les îles de Loire que la population nantaise s'est étalée au XVIIIe siècle et la population évidemment la plus riche. C'est pour ça qu'on va retrouver nos hôtels négriers bien entassés les uns contre les autres. Dans l'île Gloriette, ça va être l'hôtel d'Orbruck et surtout dans l'île Feydeau, ce sont les mêmes ouvriers ferronniers qui forgeaient les fers d'esclaves. Et ces fers d'esclaves étaient fabriqués à Nantes, étaient transportés en Afrique et vendus aux rois noirs ou vendus ensuite aux planteurs. Et on tient les comptes parce que les planteurs, les acheteurs sont réputés quand même très mauvais payeurs. Donc, sachant qu'il y a des associés, il n'y a pas que l'armateur qui est en jeu. Il faut tenir les comptes, avoir une comptabilité extrêmement rigoureuse et exigeante. Mais pourquoi tout d'un coup Bordeaux devient une très belle ville? La réponse est simple, c'est qu'elle s'enrichit parce que désormais on fait du commerce avec l'Afrique et les Antilles, alors qu'auparavant on faisait uniquement du commerce avec l'Europe du Nord-Ouest pour transporter les vins. Bordeaux, c'est une ville opulente. Vous voyez, ici, on est à la place de la Bourse. Ces magnifiques hôtels-là ont été construits avec l'argent de la traite. Au XVIIIe siècle, avec l'enrichissement de la ville a pu se doter de bâtiments aussi magnifiques. Beaucoup de grands dignitaires bordelais, notables bordelais,
qui étaient même des maires de Bordeaux à l'époque, Gramont, Sège, Maréac, de grands maires qui étaient des armateurs négriers. Ils ont des rues à leur nom, il y a des rues qui honorent ces gens-là. C'est que Bordeaux a moins vécu de la traite des Noirs que des villes comme Nantes, mais par contre Bordeaux a beaucoup plus vécu de l'esclavage. La majorité des Blancs donc, qui tenaient les plantations étaient originaires de Bordeaux et de l'Aquitaine. Et surtout à Saint-Domingue, qui était l'île qui produisait le plus de sucre, et nous, les Aquitains, qui contrôlions complètement cette économie esclavagiste. Saint-Domingue est le premier producteur mondial de sucre. C'est là que l'on va, dans les plaines, que l'on va pouvoir cultiver ces denrées coloniales. Il y a déjà tout le réseau d'approvisionnement en eau qui a été extrêmement réfléchi et aménagé. Il reste aujourd'hui beaucoup de traces d'aqueducs, de réserves d'eau. Donc cette eau comme source d'irrigation, mais surtout comme force motrice pour faire fonctionner les machines ou transformer également, intervenir dans les processus de transformation des denrées coloniales. Donc tout est dit dans le tableau. Il voulait lui montrer qu'il était extrêmement riche. Il est assez riche pour pouvoir les gaspiller. Il y a eu 12 millions de personnes tirées d'Afrique qui ont été dans les Amériques. Les morts causées sur les chemins de la traite, et puis le taux de mortalité à l'arrivée, il est d'environ 10%. Le véritable tombeau du crime, c'est l'océan Atlantique. Après, bien entendu, il y a les sévices innombrables qu'ils subissaient dans les plantations. À ce chiffre s'ajoute plus d'un tiers de personnes qui sont mortes sur les routes de traite. Ils se faisaient à pied, sous le soleil. Ça fait combien de générations de gens qui naissent, grandissent, vieillissent et meurent en esclavage? Beaucoup. En fait, il y a plusieurs générations qui n'ont connu que ça. L'horreur de ces crimes contre l'humanité, en réalité, c'est vraiment d'apprécier toutes les vies gâchées de génération en génération.